Quel est le rôle de l'Ukraine dans la lutte contre Trump? Et aussi un peu sur Latinina, Arestovitch, Sobchak et Biden. Je dirais même les Biden, car nous parlerons de Joe et Hunter, comme on dit, tous dans le même attelage. Mesdames et messieurs, je suis sûr que vous vous souvenez que le fils du vice-président américain de l'époque, Hunter Biden, le vice-président était Joe, et son fils était Hunter Biden. Il recevait, combien a-t-il reçu là-bas? 2 à 2,5 millions de la compagnie énergétique ukrainienne. Pourquoi on se le demande? D'après les accusations des républicains, son père couvrait cette entreprise qui s'appelait Burisma. Le président Zelensky a refusé à l'époque de fournir au parquet américain des informations sur cette affaire, en disant qu'en faisant cela, c'est-à-dire en fournissant au parquet des informations réelles. Il s'immisçait dans les élections américaines et lui, Zelensky, ne voulait pas cela. Plus précisément, c'est bien sûr le Parti démocrate américain qui ne le voulait pas, car il tirait les ficelles de presque tout le monde en Ukraine. Ils ont essayé de nous induire en erreur, que ce soit à propos d'eux. Le laboratoire de Wuhan n'avait rien à voir avec la création du Covid, il venait simplement du marché. Oui, bien sûr, ou les masques, vous savez, ils sont excellents. Vous savez, si vous en portez 2 ou 3, c'est encore mieux. Oui, bien sûr, je veux dire, c'était mensonge sur mensonge. L'ordinateur portable de Hunter Biden, acheté et payé par les Russes, vous a été fourni par Rudy Giuliani. Bien sûr, non, c'était faux, tout cela était un mensonge, il continuait de mentir. Et 51 anciens espions et hackers se sont réunis et ont écrit une grande lettre à un homme politique et ils ont effectivement fermé un compte Twitter. Maintenant X, Dieu merci, le New York Post. Ils tentèrent de contrôler le récit. Ces jours sont révolus et tout sort au grand jour. On dirait que la démocratie part en vrille et avec elle Vladimir Alexandrovitch Zelensky. La démocratie part en vrille. Et Vladimir... Voilà, maintenant, nous savons que le secret est dévoilé. Joe Biden affirmait seulement qu'il s'agissait d'une théorie du complot de croire que sa famille agissait mal. Son gouvernement savait que son fils était lié à une entreprise corrompue, ce qui nuisait au public et à la politique américaine. Cela causait du tort parce que, vous savez, les Ukrainiens étaient assis et disaient « Nous étions ». Pourquoi Hunter Biden travaille-t-il pour Burisma? Ils ignoraient qu'il touchait environ 600 000, ce qui est inédit. On n'a pas un siège au conseil d'administration pour ce montant annuel. Ça n'arrive jamais, sauf en Ukraine. Apparemment, quand on travaille pour une entreprise énergétique douteuse qui veut obtenir un peu de soutien de Joe Biden et Hunter Biden, et il dit « Hé, on a ce problème avec un enquêteur qui genre fouille contre nous. Tu peux faire quelque chose à ce sujet ?» Et apparemment, papa était trop prêt à aider. Pour les garanties de prêt, j'y suis allé probablement pour la 12e ou 13e fois. Kiev devait annoncer qu'il y aurait une autre garantie de prêt d'1 milliard de dollars. J'ai obtenu des engagements de Porochenko et Yatsenyuk pour agir contre le procureur général, mais ils ne l'ont pas fait. Alors ils ont dit qu'ils l'avaient, ils sont allés à la conférence de presse et ont dit non. Ils ont dit que je n'allais pas le faire. Nous ne vous donnerons pas 1 milliard de dollars. Ils ont dit que vous n'êtes pas le président, donc sans autorité. J'ai répondu, appelez-le, mais je vous l'assure, vous n'aurez pas le milliard. Je pars d'ici dans 6 heures. Je leur ai dit, je pars dans 6 heures. Si le procureur reste, pas d'argent. Eh bien, ils l'ont renvoyé. Ils ont remplacé la personne par quelqu'un de fiable à l'époque. Ce sont toujours eux qui l'ont fait. Quelques vrais. Vous voyez? Voyez-vous, quelqu'un que voulait Burisma parce que, vous savez, ils avaient de l'influence. Ils avaient Hanuman. C'est... Ils ont évincé Tchokiné. C'est Poroshenko qui l'a fait, bien sûr. On dirait qu'il a appelé la Maison-Blanche pour vérifier si Biden ne mentait pas. Et là-bas, on lui a confirmé que s'il ne renvoyait pas le procureur général qui enquêtait sur l'affaire de Hunter Biden, les États-Unis refuseront à l'Ukraine des garanties de prêt. Et par conséquent, l'Ukraine ne recevra pas le milliard dont elle avait absolument besoin. Dites-moi, quel est exactement le rapport avec Zelensky? Il est arrivé au pouvoir en jurant fidélité au Parti démocrate des États-Unis. Il a refusé, pour ainsi dire, de transmettre quoi que ce soit aux ennemis, et pour le Parti démocrate, les républicains sont des ennemis. Au moins, Trump l'est absolument. Et l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Eh bien, c'est généralement comme ça, oui, pour les républicains.
C'est-à-dire qu'il n'a rien transmis aux autorités légitimes des États-Unis parce que cela aurait pu nuire à ses amis. Biden, Obama, Kerry, les Clinton et d'autres ont-ils gagné de l'argent en Ukraine à cette époque ? Mais malgré cela, il a quand même demandé de l'argent et de l'aide à Trump par la suite. C'est mal. C'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment mal. Et maintenant, il s'avère que c'est Joe Biden qui a opposé son veto au mémorandum de la CIA, qui aurait informé tout le monde des inquiétudes que l'Ukraine avait réellement à l'époque. Et les mignons du gouvernement de Joe Biden, eh bien, il n'y a que des voleurs là-bas, c'est évident pour ainsi dire. Dès que vous pensez à la Maison-Blanche de Joe Biden, vous vous souvenez tout de suite qu'il n'y a que des voleurs parmi les voleurs. Ils ont commencé à s'inquiéter que les membres du Congrès puissent découvrir leurs petits mais sales secrets. Et ils ont décidé, eh bien, un peu comme Pol Pot, comme Mao Zedong et d'autres Gengis Khan. Alors eux aussi vont mettre sur écoute tous ceux qui pourraient leur nuire à l'avenir. Eh bien, en même temps, ils enregistrent tout, au cas où, peut-être qu'ils pourront l'utiliser pour du chantage. Nous ne l'aurions pas su si ce n'était grâce à quelques employés du FBI, du ministère de la Justice et d'autres. Ils venaient déjà au Congrès républicain et disaient « Les gars, il se passe quelque chose de terrible chez nous ». Cela rappelle le Counterintelligence Programme mené par le FBI de Hoover jusqu'aux années 60, jusqu'à ce que cela cesse. Les informateurs sortent au grand jour. Comme Dan l'a rapporté, les agents du FBI ont dit « Oh Dieu merci, avec toutes ces choses folles qui se passent ici, n'est-ce pas? Voici tous les documents, c'est ce que vous devez savoir. » Plusieurs lanceurs d'alerte se sont manifestés, comme dans Counterintelligence Programme. Ils se sont bien exprimés et ont révélé ce que notre gouvernement faisait lorsque la CIA a envoyé un mémo disant « Vous savez quoi, ce n'est pas une bonne idée que Hunter Biden… » C'était encore sous le mandat d'Obama, n'est-ce pas? Hunter Biden fait des affaires avec Burisma. Les Ukrainiens n'aiment pas trop ça, parce que Hunter Biden travaille avec une entreprise corrompue, alors que Joe Biden leur dit d'arrêter d'être aussi corrompus. D'un côté, le fils de Joe Biden reçoit beaucoup d'argent de Burisma pour que papa protège ce business, et de l'autre côté, ce même Joe exige le renvoi du procureur général d'Ukraine, Shokin, en affirmant qu'il était corrompu. Comme c'est intéressant. C'est-à-dire, ce qui est permis à Jupiter Biden n'est pas permis au taureau Shokin en Ukraine. Je ne sais pas qui Biden va corrompre en Ukraine. Et vous n'osez pas voler sans moi. Le mot-clé, c'est sans moi. Sénateur Grass. Vous avez Grassley, vous avez Sandra Johnson, vous avez Grassley. Ils veulent des réponses tout de suite parce que ce n'est pas normal qu'un sénateur en exercice on dise « bien » leur téléphone. Nous ne pouvons pas dire qu'ils étaient sur écoute parce que Public Broadcasting Service et le New York Times vont nous accuser de fausses nouvelles. Utilisons la bonne terminologie. C'est dit. Ou, comme l'a rapporté Fox, c'est probablement la façon la plus simple de dire que leurs communications ont été interceptées. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas les seuls. D'accord, ils ont ciblé 92 groupes différents, tous avec une affiliation conservatrice, des initiatives populaires, y compris le groupe de mon ami Charlie Kirk à Turning Point. C'est de la folie. C'est un événement important. Vous lisez la lettre envoyée au directeur du FBI Kash Patel et à la procureure générale Pam Bondi. Que contient-elle? Il est dit que le Congrès a reçu des preuves montrant que l'administration Biden a été directement impliquée dans une tentative d'aider à lancer l'enquête de Jack Smith sur l'affaire du 6 janvier contre le président Trump. Le bureau du conseiller juridique de la Maison-Blanche a secrètement obtenu les anciens téléphones de Trump et Pence, puis les a transmis au procureur. Le ministère de la Justice est utilisé contre son adversaire à l'élection de 2024 pour tenter de trouver des informations compromettantes sur de possibles crimes. Beaucoup d'autres informations arrivent. A-t-il aussi de nombreuses preuves contre la Maison-Blanche? Oui. Il y en aura encore beaucoup. Je veux dire, je peux vous le dire. Et mes sources disent qu'il y en aura encore beaucoup, beaucoup. Nous savons déjà que 92 organisations et représentants, il me semble, au Congrès américain ont été surveillés, je veux dire, y compris 8 membres du Sénat et, je crois, un membre de la Chambre des représentants. Eh bien, il se peut qu'il y en ait beaucoup plus. Nous venons simplement d'apprendre aujourd'hui à propos de 9, mais il y a encore beaucoup de choses
que nous allons bientôt découvrir, que nous ne savions pas encore. C'est ce qu'on nous a promis. Ouais. Je me demande ce que nous allons encore découvrir, qui d'autres ils ont mis sur écoute, qui ils ont fait chanter, ce qu'ils ont encore fait. Ah, voici le sénateur Kennedy. Mais la compagnie de téléphone et le conseiller juridique principal de la compagnie de téléphone, ou des compagnies s'il y en avait plusieurs, auraient pu dire « Vous savez, c'est grave, aussi grave qu'un anévrisme, aussi grave que 4 crises cardiaques et un accident vasculaire cérébral. En tant que sénateur américain en exercice, le conseiller juridique principal recommandera sans doute au président directeur général de déposer une requête en annulation. » Sénateur. D'habitude, dans une compagnie de téléphone, on se conforme aux assignations du procureur des États-Unis. Non, ils le font, mais ils n'y sont pas obligés. Ils pourraient contester cela. Sénateur Tack. Ou peut-être qu'ils auraient dû aller sur Amazon et acheter des couilles en ligne. Je te l'avais dit. Au lieu de simplement dire « Bien sûr, je vais vous montrer les relevés téléphoniques d'un sénateur américain en exercice sur la base d'une assignation administrative ». Simplement, pour que ce soit clair à quel point les démocrates mentent, regardez cette excellente compilation. Elle concerne l'histoire étonnante de plusieurs lauréats du prix Nobel d'économie qui, soudainement et sans aucune pression, ont eux-mêmes écrit une lettre disant à quel point c'est formidable. Formidable. Le camarade Biden mène le pays sur la voie de la construction d'un avenir radieux, et comme son travail est remarquable. La bidénomique, peut-être Biden, mais la bidenomique, probablement oui. Voilà, c'est bien ça, donc Biden. Une économie qui a provoqué l'inflation, les déficits, des prix du carburant exorbitants, la fuite des emplois et d'autres choses encore. De très bonnes choses. Regardez et réjouissez-vous. Aujourd'hui, 15 lauréats du prix Nobel d'économie ont publié une lettre en soutien au plan Build Back Better du président, y compris 4 lauréats du prix Nobel qui l'ont récemment souligné dans une lettre ouverte. 17 lauréats du prix Nobel, qui ont déclaré que cela aiderait à lutter contre l'inflation. 14 lauréats du prix Nobel d'économie. Ils ont dit que cela réduirait vraiment les coûts, diminuerait le déficit, que tout cela était entièrement financé et que cela ferait baisser l'inflation. 17, oui? 17 lauréats du prix Nobel d'économie et 15 lauréats du prix Nobel d'économie ont publié une lettre hier. 17 lauréats du prix Nobel d'économie. Ils l'ont dit spontanément, ils m'ont écrit ensemble. Spontanément et ensemble, ils ont écrit. Messieurs, avant que j'oublie. Le dimanche à 10h du matin, heure de Los Angeles, j'anime des émissions en direct ouvertes. Je parle un peu, disons, d'économie politique divertissante, puis je réponds aux questions que me posent les spectateurs. Nous avons également un programme spécial pour ceux qui nous soutiennent financièrement. 4 $ par mois et vous deviendrez sponsor de notre chaîne. Pour les sponsors, nous créons des vidéos exclusives, non accessibles aux non-sponsors. Si quelqu'un souhaite donner un peu plus que 4 $, nous n'allons pas nous y opposer. Et puis, il y a simplement les dons, si quelqu'un a un peu d'argent qu'il souhaite donner pour une cause importante et nécessaire. Vous trouverez ci-dessous un lien pour soutenir la chaîne A pour les Américains. Si le montant est, disons, à partir de 200 $ et plus, alors nous vous enverrons un document qui vous permettra de déduire cette somme de vos impôts. Eh bien, revenons maintenant à nos lauréats du prix Nobel, qui, encore une fois, ont écrit spontanément et simultanément ensemble. Et 14 lauréats du prix Nobel d'économie m'ont écrit en disant que cela réduirait également l'impact de l'inflation. Et je vous ai parlé de l'influence de 17 lauréats du prix Nobel qui affirment que cela réduira l'inflation et non l'augmentera. Ces propos proviennent de 15 lauréats du prix Nobel d'économie. Parce que ce programme dont je parle, c'est le mien. Et 17 lauréats du prix Nobel d'économie m'ont écrit une lettre il y a environ 3 semaines, affirmant que ce projet de loi atténuerait les pressions inflationnistes à long terme. 14, je crois que c'était 14 lauréats du prix Nobel d'économie. Ils disent que ce que je propose réduira l'inflation. D'accord, est-ce que d'accord, il s'est souvenu qu'il allait faire baisser l'inflation, mais il s'est trompé par accident et l'a augmenté. Eh bien, on n'avait pas vu ça depuis 40, peut-être même 50 ans, mais il voulait bien faire, donc, eh bien, les gars, il voulait vraiment bien faire.
Vous pouvez dire que j'ai un sale caractère, que je n'aurais pas dû me moquer du vieux monsieur, j'en avais très envie. Ma mère disait « Si ce n'est pas permis, mais que tu en as envie, un peu, c'est possible ». Juste pour information, avant cette lettre, 17 lauréats du prix Nobel d'économie vivaient aux États-Unis. Mais peu de temps avant ce merveilleux cirque chapiteau, 2 personnes, donc Bernanke et Duflo, ont déménagé en Suisse. Ainsi, 100% de tous les lauréats du prix Nobel vivant aux États-Unis, soit 15 ou 125% de tous les lauréats du prix Nobel, soit 17. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que ces 2-là étaient partis et ils les ont aussi inclus. En même temps, ils ont eu envie de mentir. Pauvres lauréats, personne ne leur a expliqué que mentir, ce n'est pas bien. Ils ont tous grandi sans mère. Rédacteur. Je ne veux pas qu'on étouffe cette affaire. D'accord, non. Parce que je pense que vous allez rencontrer de la résistance de tous les côtés. Je pense que les entreprises de télécommunications vont vous tomber dessus comme une éruption parce qu'ils ont ici une responsabilité simplement pour avoir transmis ces enregistrements alors qu'ils savaient ce qui se passait. Certains agents du FBI pourraient être tenus responsables. Je pense que oui. Je pense que le procureur spécial pourrait avoir une certaine responsabilité. Ici, Jack Smith, c'est à toi qu'on pense. Si j'étais votre conseiller spécial, que vous m'aviez nommé et que je voulais obtenir les dossiers d'un sénateur américain en exercice, vous vous attendriez à ce que je vous en informe en tant que procureur général des États-Unis? Il vaudrait mieux qu'il le fasse. Oui. Savez-vous si nous avons des informations à ce sujet dans ce 5? Avec 8 sénateurs américains en exercice, ont-ils informé le procureur général Garland? Sénatrice, je viens de l'apprendre, monsieur, tout comme la directrice Patel. Nous ne pouvons pas discuter des détails, je n'en connais pas beaucoup. On devrait peut-être inviter le procureur général Garland ici. Oui, vous savez, et le procureur spécial a dit au directeur du FBI, Ray, qu'il nous fallait aussi le directeur Ray. C'est quelque chose. Permettez-moi de m'exprimer autrement. Si j'étais votre conseiller spécial et que vous étiez le directeur du FBI et que j'essayais d'obtenir les relevés téléphoniques d'un sénateur américain en exercice, ai-je mentionné qu'il s'agit d'un sénateur en exercice? Un sénateur des États-Unis. Oui, plusieurs fois. C'est ce que vous attendez de moi en tant que directeur du FBI. Kennedy est stupéfait qu'il n'y ait eu personne dans le système du ministère de la Justice pour dire à la direction « Les gars, vous êtes devenus fous ». C'est un crime. Si cela éclate, en plus de tout le reste, si cela éclate, tous ceux qui y ont participé, moi y compris, auront de sérieux ennuis. Et voici encore un de ceux qui ont été mis sur écoute. Et lui aussi, eh bien, il était devenu assez furieux à cause de cela. J'ai aussi entendu ce qu'il disait et j'ai enregistré pour être sûr d'avoir bien compris. J'ai entendu dire qu'il disait que Joe Biden n'a jamais poursuivi ses ennemis politiques, que Joe Biden n'a jamais ordonné à son procureur général de s'en prendre à ses adversaires politiques. C'est intéressant parce que je pourrais jurer qu'hier, nous avons appris que le FBI écoutait, qu'ils écoutaient mon téléphone. Regardons cela, nous avons une liste. Ils ont écouté mon téléphone, ils ont écouté le téléphone de Lindsey Graham, ils ont écouté le téléphone de Marsha Blackburn, ils ont écouté 5 autres téléphones de sénateurs des États-Unis. Vous savez, ça ressemble vraiment à une persécution des opposants politiques. Et pourtant, je n'ai pas entendu un mot de l'autre côté à propos d'une quelconque préoccupation. Aujourd'hui, seule l'inquiétude demeure. Mais aucune inquiétude concernant le ministère de la Justice qui met sur écoute les téléphones de sénateurs américains en exercice. Parce que, qui sait pourquoi ils ne les aiment pas, ils sont membres du parti d'opposition, ils sont républicains, ils sont conservateurs. Avez-vous vu ce document? Procureur général Bondi, alors que s'est-il passé ici? Qui a donné cet ordre? Qui a ordonné de mettre sur écoute les téléphones des sénateurs américains? Je souhaite que vous écoutiez des extraits de 2 interviews d'Alexei Arestevitch. Il me semble que c'est un homme très vif, intelligent et perspicace. Je ne suis pas toujours sûr qu'il soit très moral. Mais nous ne parlons pas maintenant de ses capacités d'analyse, mais de ce qu'on appelle son avenir politique. Et en plus, Yulia Latirina, sa première interview avec elle. La personne semble très instruite, mais elle ne sait pas distinguer les faits des faux et ne sait pas toujours relier les faits et la logique en un tout cohérent. Mais sans aucun doute c'est très intéressant en tant que historien descripteur,
disons-le comme ça, parce qu'il en sait un sacré paquet. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'entends par historien-descripteur, mais je n'ai pas trouvé de meilleurs termes qui me viennent à l'esprit. Passons directement à ce que Donald Trump a dit à propos de la Russie et de l'Ukraine, parce que justement, je considère cela comme un énorme trolling. Et quand Donald Trump a souhaité bonne chance aux deux pays et a dit qu'avec l'aide de l'Europe, l'Ukraine pourrait récupérer les terres de 1991, et même, comme peut-être y aller plus loin, j'ai fait attention à ces mots, avec l'aide de l'Europe, je vous souhaite du succès, nous vous fournirons toutes les armes nécessaires. C'est-à-dire, ça, pour revenir à mon propos, j'ai commencé par une question sur l'état non pas tant de l'Occident, mais plutôt de l'Europe. Moi, dans ce domaine, Twitter View, depuis un moment, on constate que l'Amérique se débarrasse de l'Europe comme d'un poids mort. C'est même bien plus grave que n'importe quel mot, parce que pendant 30 ans, l'Amérique a fait de l'Europe sa colonie militaire et maintenant Trump nous dit qu'ils n'en veulent plus. Débrouillez-vous vous-même. La suite. Vu la réaction de Kaja Kallas, c'était vraiment du trolling de haut niveau, parce qu'elle est sortie et a dit quelque chose comme « Dans Mimino, a dit la victime à qui on avait cassé le lustre, oui, ce n'est pas mon enfant ». Elle a carrément dit « Nous ne devons rien à l'Ukraine, nous ne sommes pas obligés d'assumer la responsabilité de sa sécurité. C'est Trump qui a promis de mettre fin au meurtre. C'est lui l'élément clé de l'OTAN, donc il gère, l'Europe ne doit rien à l'Ukraine. » Je ne suis pas tout à fait sûr que l'affirmation de Yulia, selon laquelle l'Amérique considère l'Europe comme sa colonie, repose sur des faits concrets ou une base logique. Bien que peut-être la définition de colonie selon Latinina et celle de colonie, disons selon les 3 dictionnaires encyclopédiques que j'ai consultés, soient des choses d'essentiel ensemble, des choses définitivement différentes. Dans les dictionnaires, je vais maintenant essayer de formuler ce qui était écrit à peu près de la même manière dans les 3, mais avec de légères différences. Une colonie, c'est un territoire privé de son autonomie politique, économique et souvent culturelle. Et toutes les décisions importantes sont prises par la métropole. Le principal objectif de la métropole, en maintenant une colonie, c'est d'en extraire les ressources naturelles. Oui, la langue de la métropole devient généralement la langue de la colonie. Je ne sais pas, j'ai demandé au chat des députés. L'Europe était-elle alors une colonie des États-Unis ? La réponse a été « T'es idiot, t'as perdu la tête, espèce de macaque ». Oui, j'ai décidé de ne pas insister. Après ça, je suis tombé de ma chaise de rire et j'ai mis des heures à m'en remettre. Parce que, eh bien, il n'y a même pas besoin d'expliquer pourquoi. Oui. Ici, pareil. Kallas disait qu'il vaudrait mieux une Russie plus petite. Elle a tenu beaucoup de propos belliqueux. Elle est la principale idéologue de la saisie des actifs russes, de ces 300 milliards, oui. C'est une oratrice brillante, rayonnante. Et là, tout à coup, elle dit que nous ne devons rien à l'Ukraine. Désolé, c'est comme ça. Je comprends pourquoi Poutine les regarde ainsi avec cette pénimodie, tous ces demandeurs. Parce que, bien sûr, c'est pousser l'Ukraine à la guerre de toutes ses forces. Combattez, combattez, continuez à vous battre. Et puis, donc, nous ne vous avons rien promis, même si avant cela, combien de fois on a dit « L'Europe sera avec vous jusqu'au bout, l'Europe, l'Europe, l'Europe ». Même si les États-Unis se détournent, l'Europe vous soutiendra, et ainsi de suite. La suite de ce discours. Il dit très clairement 3 choses. La première chose, regardez, nous allons vendre beaucoup d'armes. Je commence par la fin. Voilà la quantité d'armes qui vous sera vendue, à tel point que vous ne saurez même plus quoi en faire. Vous pourrez en donner une partie à l'Ukraine. Et l'argent, il vient d'où ? Eh bien, les Européens sont déjà riches. Vous avez dessiné quelque chose pour 800 milliards là-bas. Comme disait Blin, c'est comme notre Ursula von der Leyen. Deuxièmement, nous pouvons tout de suite vous remplacer. Tout le pétrole et gaz russe est remplacé par celui des États-Unis. N'hésitez pas, tout est prêt chez nous, vous aurez du pétrole et du gaz sans aucun souci. Et troisièmement, il a dit, les Ukrainiens, vous pouvez avancer ou tout reprendre. En plus, Poutine subit une crise économique et vous frappez très fort là-bas sur certains objets économiques qui sont clairement liés au remplacement du pétrole et du gaz russe en Europe, notamment dans le secteur du raffinage du pétrole. Vous frappez très justement, continuez comme ça et tout ira bien. On verra dans un mois. Ah, dites. Je suis obligé de dire que je suis d'accord avec le fait qu'Arestovitch n'est pas Latinina, dit-il.
Si une personne est un homme d'affaires, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il gagne, il ne commencera pas à écrire des commentaires sur la métaphysique d'Aristovitch. Si une personne est un homme d'affaires de la tête aux pieds, il est peu probable d'attendre de lui la finesse d'esprit d'Henry Kissinger. Un homme d'affaires ne va pas non plus écrire un ouvrage théorique comme Le Prince de Machiavel, résumant les principes du pouvoir. Il gère les affaires, voyez. Ils ont vendu des armes, c'est du business. Les gaz russes ont été remplacés en Europe par le pétrole et le gaz américain. À mon avis, c'est une excellente idée du point de vue de Trump. Tout le monde le critiquait pour ses tarifs. Vous vous souvenez comme on en riait, disant qu'il allait ruiner l'Amérique ? Les spécialistes me leur disent parce que les tarifs rapportent beaucoup maintenant. Trump parle de billions, je ne sais pas pour les billions, mais il rapporte vraiment beaucoup à l'Amérique en ce moment. Eh bien, il fait le calcul. Regardez, il y en avait autant, maintenant il y en a autant. Regardons Delta, bravo, la politique est réussie. À mon avis, Arestovitch est ironique. Et moi, je pense qu'en privant la Russie, l'agresseur, de revenus, en liant notre pétrole, notre gaz, en liant l'Europe, en liant, pour ainsi dire, l'Europe à notre pétrole et notre gaz. Et recevoir beaucoup d'argent grâce aux droits de douane, c'est très bien. C'est-à-dire que je ne vois rien de mal à cela. Mais sans doute, je ne suis pas philosophe non plus. Ni Machiavel, ni Talleyrand et même pas Biden. C'est vrai, ici Alexei s'est trahi et a dit une absurdité aussi banale que Latinina à propos de la colonie. Mais il n'a pas que ça, il a déjà rejeté l'antiphase non pas pour des raisons commerciales. Cela dépend de quel groupe l'influence, de ceux qui travaillent autour de lui, y compris. Mais il est capable de prendre de telles décisions. Encore une fois, lui aussi c'est Alexei, donc pas Talleyrand, mais Aristoïdovitch avec une autre diva d'internet, c'est Ksenia Sobchak. C'est une femme vampire panthéon, maintenant commissaire politique de la brigade équestre en approche. Et quelque chose entre Boudioni et Kaganovitch. Eh bien, regardons-la. Vous êtes une patriote de l'Ukraine. Quelle Ukraine ? Les peuples ukrainiens et russes ne devraient pas s'affronter. Changez souvent d'avis. Je suis impérialiste et j'aime la grandeur. Ses camarades détruisent déjà le pays. En Ukraine, il y a une violation systématique des droits de l'homme, une constitution qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous cédez 4 régions ? Je cède 4 régions et la Crimée. À la place de Vladimir Poutine, je serai plus dur, car l'Ukraine est aussi instable que moi. Et peut-être même pire. C'est politique ? C'est un suicide politique. C'est possible. Je l'ai bien surmonté. L'Ukraine occupe une position intellectuelle remarquable. Beaucoup pensent que je suis un projet d'Ermak, jouant l'opposition et contrôlé par Zelensky. Lui aussi, il est financé par des subventions. C'est un signe clair de la boucle fasciste. Yanukovych paraît enfant face à Zelensky. Vous agissez comme un abuseur habituel, mais plus envers les femmes. On m'a traité de traître depuis longtemps. Pour moi, c'est une tragédie. Je fais tout pour arrêter la guerre, prêt à déposer des fleurs aux soldats russes. La vérité compte plus que le malheur pour moi. Ceci est une animation d'introduction de la déesse du Komsomol, ou de la déesse anti-Komsomol. D'ailleurs, personnellement, Ksiusha m'est sympathique. J'aime qu'elle se crée sans cesse de nouveaux personnages et, il me semble, elle s'y investit de manière authentique. C'est un mélange de Stanislavski, Myrkold et Taherov. Athlète, acteur, militaire, analyste, coach, philosophe, éclaireur et principal psychothérapeute de la nation ukrainienne. Né en Géorgie, il a fini l'école à Kiev puis étudié à l'Institut des troupes terrestres d'Odessa où il s'est lié à Valéry Zaloujny. Avant la politique, il faisait du théâtre, du cinéma, servait dans le renseignement et s'intéressait à l'ésotérisme et la psychologie. Depuis 2014, il intervient dans les médias comme expert militaire et devient en 2022 conseiller du chef du bureau du président ukrainien. Il s'est fait connaître par ses rapports quotidiens rassurants. Il a quitté le bureau après ses propos sur le missile à Dnipro, détruit par la défense ukrainienne. En 2023, il a quitté l'Ukraine et s'est vite retrouvé impliqué dans 2 affaires pénales. Depuis, il a plusieurs fois radicalement changé de position, passant de « nous allons gagner » à « nous sommes nous-mêmes responsables ».
Ses détracteurs le voient comme un opportuniste, ses partisans comme une voix raisonnable dans le chaos. En 2025, il a prôné un accord stratégique avec la Russie, ce qui lui a valu des sanctions en Ukraine. En Russie, Alexei Arestevitch a été inscrit sur la liste des terroristes et extrémistes de Rosfin Monitoring. On ne peut que envier une telle biographie. Peu m'importe ce que vous pensez d'Arestevitch. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi je vous ai montré ce, disons, montage vidéo. Qu'avons-nous entendu? Eh bien, l'Europe poussait l'Ukraine à la guerre. Bon, on le savait déjà, oui. Toutes sortes de visites et de tentatives de persuasion de Boris Johnson, Biden, etc. Non seulement l'Europe, mais aussi les États-Unis, donc Biden et les démocrates. Oui. L'Europe exige que l'Ukraine ne cherche pas de cesser le feu, oui. Elle l'exige en secret, mais publiquement elle crie qu'il faut arrêter cette guerre, tout en disant que nous ne cesserons pas de vous aider, même si les États-Unis se retirent. Autrement dit, si l'Ukraine apprenait que personne ne l'aiderait, elle verrait différemment le fait que des centaines de jeunes, et pas seulement des jeunes, mais des Ukrainiens, meurent à cœur là-bas chaque jour. 5 Borisovitch à l'Europe. Et l'Europe a dit qu'elle achèterait des armes aux États-Unis. Mais elle dit déjà qu'elle n'a jamais promis ni de défendre, ni de financer l'Ukraine. C'est-à-dire qu'au début, ils criaient qu'ils allaient le faire, et maintenant ils disent qu'ils n'y sont pas obligés. Monsieur Zadjagivani, tant s'est prolongée la guerre, s'est tué encore et encore des citoyens ukrainiens. Nous comprenons très bien cela, tout comme Arestovitch. L'Ukraine doit survivre comme nation. Et Arestovitch serait d'accord, s'il était à la tête, il compte beaucoup là-dessus, qu'il semble devenir le chef de l'Ukraine. Il accepterait de couper et de céder une partie du territoire, y compris, bien sûr, les 4 régions et la Crimée. Selon Arestovitch, l'Ukraine n'a pas la force de libérer ses territoires, et ensuite, il semble que ce sera pire. Parce que, en fait, ni Trump ni l'Europe unie, en fin de compte, ne comptent vraiment aider. Chez nous, c'est la lettre E qui couvre, non? Comparé au régime de Zelensky, tout cela, comme le prétend Arestovitch, tous les Porochenko et Yanukovych, ce sont des enfants. Il n'y a pas de liberté, le vol est sans fin, personne n'est puni, les gens, que ce soit ceux au front, à la maison, etc. On s'en fiche, des affaires pénales sont ouvertes contre ceux que le pouvoir n'aime pas, la liberté est écrasée. Et l'Ukraine aujourd'hui, d'après ce que raconte Arestovitch, n'est pas meilleure que la Russie, c'est le même camp de concentration, et en plus elle s'est soumise au Parti démocrate des États-Unis. Un résumé intéressant de la part d'une personne qui a été qualifiée de traître à la patrie en Ukraine par le procureur général d'Ukraine et d'ennemi politique et d'adversaire par le ministère de la Justice de Russie. Je ne connais pas Alexei, il y a quelque chose d'agaçant chez lui, c'est vrai. Mais en même temps, jusqu'à 90% de ce que j'ai entendu, c'était des faits et des raisonnements logiques. C'est-à-dire qu'Arestovitch est un intellectuel, contrairement à beaucoup d'autres personnages qui apparaissent sur notre écran, mais il semble qu'il se respecte énormément, vraiment beaucoup. Ce qui n'arrive généralement pas avec les intellectuels. Eh bien, je n'ai pas dit qu'il était un intellectuel raffiné, j'ai dit qu'il était un intellectuel. C'est complètement différent. Et d'ailleurs, ce n'est absolument pas obligatoire, en tout. Beaucoup d'intellectuels étaient ce qu'on appelle des intellectuels partiels, intellectuels dans un domaine et dans un autre. Pas du tout. Une casquette avec un guide. Ils écoutaient celui qu'ils aimaient, sans réfléchir. D'ailleurs, parmi les plus connus, et ce ne sont en aucun cas des pseudo-intellectuels, oui, des intellectuels partiels, il y a Albert Einstein et George Orwell. Sur ce, messieurs, eh bien, je pense que c'est tout. Je voulais vous montrer où se trouvent les aiguilles sur la balance des relations entre les États-Unis et l'Ukraine, et ce qui se passe en fait avec la guerre sans fin en Ukraine. Y a-t-il une chance qu'elle se termine, et qu'est-ce qui pourrait y contribuer? Le déclencheur? Oui, il y a un tel mot. Qu'est-ce qui servira de gâchette, qui va tout faire basculer, etc. D'accord, le déclencheur de la fin de cette guerre. Au revoir, à la prochaine rencontre.